Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue au Centre Saint-Pierre dans le cadre d'une série d'ateliers d'écriture créative qui a débuté le 21 octobre 2024 et qui prend fin ce soir même, le 11 novembre 2024, ici à Montréal. Notre invité, c'est Jean-Marc Desjean. Donc, je vais lire ce qu'une personne a écrit en dialogue avec votre poème. Suivons ce modus operandi, lire une fois quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit. Lire une deuxième fois, d'écrire un paragraphe là-dessus. Lire une troisième fois, d'écrire, une phrase. Deuxième fois, c'est la phrase. Troisième fois, c'est le paragraphe. Et quatrième fois, c'est l'écriture intuitive ou l'écriture automatique. Alors, voici une personne qui a lu cette feuille. Le premier mot qui leur est venu à l'esprit, sexe. Alors, la personne l'a lu une deuxième fois et a écrit une phrase. La noirceur n'est pas toujours synonyme de quelque chose de sombre, de grave ou de triste. Elle peut aussi accueillir de la beauté sublime, tel un ciel rempli d'étoiles. La personne l'a lu une troisième fois et a écrit ce paragraphe. Les cavernes sombres sont parfois le lieu d'inexplicables mystères, comme celui des fresques les plus anciennes, entremêlées de symboles indéchiffrables qui ont été tracés par des peuples depuis longtemps disparus. Contrairement aux artistes actuels qui ont besoin d'ateliers baignés de lumière, ces artistes originels s'exprimaient dans la noirceur, ou du moins dans la pénombre. Quatrième étape, la personne l'a lu encore, a écrit de façon intuitive ou automatique. Nécessité fait loi, dit-on. Ainsi, les anciens, ne disposant ni de toile, ni d'électricité, ni de pigments aux couleurs infinies, parvenaient-ils tout de même à peindre avec du sang, de la boue et de la suie à la faible lueur d'une torche faite d'huile animale. De même, de nos jours, les jeunes des quartiers pauvres se sont accaparés les murs des villes pour les couvrir de graffitis, de tags et de dessins magnifiques, réalisés à la bonbonne. Même lorsqu'on croit qu'ils n'ont rien, les humains trouvent toujours quelque chose à bricoler pour communiquer aux autres. Je suis ou j'étais là. C'est parfois le contour d'une main sur une paroi de roche ou parfois un prénom gravé sur un tronc d'arbre. C'est parfois aussi un cri. Et le mot-clé que j'avais demandé de leur définition à eux, à elles, c'était le mot sublime. Voici ce que cette personne a écrit. Le sublime est un concept que je connais mal. J'utilise ce mot pour décrire ou qualifier quelque chose de très beau. Mais le concept est sans doute plus vaste encore. Alors, en dialogue avec ce que vous venez d'entendre, on vous invite... Je trouve le commentaire vraiment très beau, premièrement. Et effectivement, dans l'ensemble du texte, ça recouvre effectivement l'ensemble du texte, du entre guillemets poème. J'ai une maîtrise sciences en anthropologie, alors évidemment les doigts sur la grotte, sur les parois de la grotte, est mis en rapport avec évidemment les doigts dans le sexe de la femme aussi. Alors
à la fois, les deux sont créateurs, ou créateurs d'images, c'est-à-dire des mains dans la grotte, et créateurs de plaisir, du moins on l'espère, créateurs de plaisir et créateurs du plaisir de savoir que les mains sur la grotte est un plaisir qui va durer X. Évidemment, l'homme préhistorique ne pouvait pas savoir que l'homme historique pourrait un jour lire ses mains sur la grotte. Donc, c'est l'empreinte du passé, mais c'est aussi l'empreinte du plaisir de l'avoir fait. Alors, il y a donc deux grottes, hein. Il y a la grotte sexuelle et la grotte de pierre, etc., dans laquelle l'homme habitait. Et ce qui est beau dans cette, non pas dans mon poème, mais dans l'image, si vous voulez, de l'histoire de l'humanité, c'est que tous les jours, quand l'homme sortait de la grotte, c'est comme s'il naissait tous les jours, il renaissait tous les jours, comme nous naissons de la grotte utérine de la femme. Alors, il y a cette... Le sublime, le concept du sublime, il est défini par la philosophie moderne, en fait. C'est-à-dire, c'est la rencontre du pire et du plus beau. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez des peintres comme Caravaggio, par exemple, hein, le peintre italien, qu'on considère comme le peintre qui a probablement atteint le sublime, c'est-à-dire peindre ce qu'il y avait de plus beau, hein, la parole du Christ, la crucifixion, etc., mais dans un état de violence et de douleur extraordinaire. Autant la beauté des personnages, la beauté du tableau, les jeux d'ombre et de lumière, etc., autant la douleur des personnages. Alors, c'est la rencontre du plus beau et du plus laid, ou du plus dangereux, ou du plus ignoble. Alors, je suis un analphabète du sublime, c'est-à-dire que en tant que petit homme dans le monde moderne, dans ce monde à la fois plate, régularisé, etc., en fait, tous les défauts de la modernité, quoi, ou plutôt du modernisme, je m'excuse, tous les défauts du modernisme, eh bien, évidemment, je ne peux être qu'un analphabète du sublime, c'est-à-dire, hélas, je ne suis et je ne serai jamais un personnage dans un tableau de Caravaggio, ça c'est sûr et certain. J'aime aussi beaucoup, c'est une autre forme de sublime, mais j'aime beaucoup Egon Schiele. Alors, vous voyez, il y a toujours cette dimension terrible dans les tableaux. Ben, c'est le sublime, justement, c'est-à-dire à la fois l'hypersexualisation des personnages qu'on retrouve dans Egon Schiele, mais en même temps, sans beauté, sans... Il y a rien de sexy dans les tableaux de Schiele, et pourtant, ils sont extraordinairement érotiques. Et en même temps, c'est tous des corps cassés, c'est tous des corps démantibulés, etc. Ça fait partie de... Enfin, pas juste dans... Vous avez bien choisi le texte, parce que je dirais que c'est l'ensemble du recueil qui est bâti comme ça. C'est-à-dire, c'est la rencontre constante de la beauté et de la laideur, du sexe masculin et du sexe féminin. Parfois, on ne sait pas de qui on parle. Est-ce que c'est un homme qui parle? Est-ce que c'est une femme qui parle? Ou est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce que je suis né d'une femme ou est-ce que je suis né d'un animal? Par exemple, cette louve, je parlais tantôt, je racontais mon aventure avec un loup qui a duré, j'ai vécu avec un loup pendant 1 mois de temps, tous les jours. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est dans un état paradoxal quand on vit avec un loup, parce que on nous a tellement raconté d'histoires. Je marchais à côté de ce loup qui m'attendait tous les matins
il était là, il était mon ami, et en même temps, j'en avais peur, donc il pouvait pas être mon ami. Et je pensais aux fables de La Fontaine, je pensais, tous les jours, je pensais à tout ce qu'on m'a raconté de petit garçon, du primaire, du secondaire, il fallait apprendre des fables de La Fontaine par cœur, etc., etc. Et il était là. Eh bien, jamais on a eu de conflit. Il marchait à côté de moi, puis tout ça, et je le nourrissais pas. Mais vous voyez, c'est le sublime. En fait, le sublime c'est le paradoxe poussé à la limite. Eh bien, ma vie qui a un mois de vivre avec un loup était un paradoxe. C'est-à-dire l'homme cultivé que je suis, qui a lu toutes les histoires de loups, les plus horribles, etc., qui sont des histoires inventées par la culture, en fait. Quand on marche dans le bois, c'est le loup qui gagne. Vous ne gagnez pas, c'est le loup qui gagne. Il est beaucoup plus habile que vous à marcher en forêt. Vous faites des pas, on vous entend à 1 kilomètre, il fait des pas et vous l'entendez à peine, même s'il marche à 10 pieds ou 15 pieds de vous. Alors, c'est le paradoxe. Alors, il est aussi lourd que vous, ou quasiment aussi lourd que vous. Il y en a 4, vous n'avez que 2, et il fait 2 fois moins. Donc, c'est 4 fois moins de bruit que ce que vous en faites avec 2 pieds. Alors, et tous ces paradoxes-là, je les ai ramassés dans chant nordique et chant mystique. Quand j'ai fait ma maîtrise en anthropologie, je l'ai faite avec les gens du Nord. S'il y a des gens mystiques, c'est bien les Amérindiens du Nord, où ils n'ont pas dans ces grandes périodes de mysticité, ils n'ont pas de sexe, où ils les ont tous, si vous voulez. Alors, j'ai voulu, comment je pourrais dire, de façon moderne, non pas à travers des références occidentales, modernes, du Sud, etc., mais j'ai voulu garder dans les poèmes cette bizarrerie pour un occidental que je suis. Ce sont des bizarreries parce que vous ne vous y reconnaissez jamais. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un jeune homme de 15 ans a 18 oncles. Vous pouvez pas comprendre, parce que c'est sûr, il n'y a pas 18 oncles. Alors, mais quand il vous parle, mon oncle un tel, et mon oncle un tel, mon oncle, puis en tant qu'anthropologue, vous prenez tout ça en note, hein. Je veux dire, le nom des oncles, etc. Puis tu finis une liste avec 18 oncles. Je dis, ben voyons donc. Alors, tu poses des questions, et tu t'aperçois que, en fait, les gens importants de sa vie s'appellent oncles. C'est les gens avec qui il chasse, c'est les gens avec qui il aime chasser. C'est des gens qui sont efficaces à la chasse parce qu'il n'y a pas que des rêves. Nous, on peut rater notre chasse, on vient à Montréal, puis on rentre au métro, puis on achète son steak. Eux, ils peuvent pas faire ça. Donc, il faut être efficace. En ce jeu constant entre l'efficacité, le rêve, la multiplicité des individualités, les chants, d'ailleurs, je fais référence à un moment donné, hein, les chants de gorge obsédants et qui rendent stone, carrément stone. Donc, il n'y a pas besoin de potes, pas besoin de rien. Je dis, c'est des chants qui rendent stone et qui rendent obsessif et là, vous êtes quasiment dans le sublime, justement. Alors, vous voyez, donc, tous les éléments, je les ai mêlés, je les ai... je dis pas ça pour faire pitié, là, mais c'est un des recueils les plus difficiles que j'ai écrit, parce que c'est très difficile de pas faire trop clair, tout en faisant compliqué. Je voulais pas que ce soit compliqué, je voulais que ça soit comme un chant.
comme une espèce d'incantation où on comprend pas toujours. Vous vous rappelez à l'école quand on apprenait les prières par cœur. Je me souviens que moi je suis vieux, vous êtes jeune, mais je veux dire, oui, je suis plus vieux que vous autres en général. Alors, quand on apprenait, on comprenait pas immédiatement les prières qu'on apprenait. C'est compliqué, cette maudite grammaire pour faire, bon, etc. Pourquoi? Ben, c'était une langue particulière, la langue des prières. Alors, c'est la même chose chez eux. Ils ont une langue de chant. Ils ont une langue de prière. Et vous comprenez un peu l'inouï, etc. Et là, tout à coup, vous comprenez plus rien. Parce que c'est une autre langue. C'est la langue du mystère, c'est la langue de l'incantation. Ce sont des chants nordiques, ce sont des chants mystiques. Alors donc, j'ai essayé de tout ramasser ça avec mon peu de talent, mais j'ai essayé de ramasser tous ces mystères en même temps vécus dans l'art. Voilà. Communication avec Mm-hmm. un langage verbal, présence, et sa communication sans parole. Mm-hmm. Et vous qui avez la parole, comment est-ce que vous avez pu vous allier tout en sachant que les mots ne sont pas les mêmes? C'est-à-dire, vous n'avez pas le même dialogue, le même langage. Le regard. Le regard. Les yeux. Les yeux. Il savait que jamais je ne lui ferais mal, premièrement. Et moi, et au fur et à mesure, au début, comme je dis, je vivais dans les fables de La Fontaine. Hein. Mais comment est-ce que vous percevez que jamais, lui, en tant que nous, parce que c'est quand même, on va dire, un cannibale. Bien sûr. Donc, en tant que nous, comment est-ce que vous avez ressenti qu'il ne pourrait pas vous dévorer? Ah, c'est que c'est une histoire très courte, mais je vous la fais. C'est un moment donné, je suis sorti de la maison que j'avais louée, qui était en pleine forêt, en montagne sauvage. Je sors de la maison et à l'orée du bois, à peu près là où vous êtes par rapport à moi, il y a un drôle de chien, une sorte de chien que j'ai jamais vu, avec un drôle de pelage. Je me suis dit sur le coup, il est bien laid, ce chien-là. Un loup, c'est un chien qui est pas beau. Pas qui est pas beau en soi, mais c'est qu'on n'est pas habitué aux proportions du loup. On est habitué aux proportions d'un berger allemand. Un berger allemand, c'est beaucoup plus beau qu'un loup, à nos yeux d'occidentaux. OK? Alors, donc, il est là, et il me regarde, et je suis là. Alors, je trouve ça, je rentre, puis bon, je fais ma journée, je travaillais pour le Dictionnaire des écrivains québécois, j'avais beaucoup de boulot à faire à la campagne. Le lendemain matin, je sors, il est là, il m'attendait à l'orée du bois. Et là, je dis, ben voyons, qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais pris l'habitude de me faire un petit lunch, tu sais, sur l'heure du midi. Et donc, je rentre, je me fais mon sandwich, etc., etc. Bon, et je sors. Il est là. Alors, évidemment, je ne lui passe pas sur le corps, hein, parce que c'est un loup. Ah oui, il faut vous dire, je pensais que c'était un chien. Mais là, je rentre à l'intérieur, puis je fais mes petits trucs, et tout à coup, j'entends « Oh! » Je dis « Oh, fuck! C'est un loup! » C'est pour ça que je ne le reconnaissais pas. J'en avais jamais vu de ma vie. « Oh! » Alors, donc, le lendemain, là, je savais que c'était un loup. C'était encore plus le fait de prendre conscience. Alors, donc, je fais mon lunch et je m'en vais. Et il me suit. Comme un chien, mais à une certaine distance. Pas comme un chien, bon, quoique des fois, hein, il était à 2 mètres maximum. Mais au niveau de la proximité, il n'a jamais collé plus qu'1 mètre.
Alors, donc, il me suivait à 10 pieds, 15 pieds. Bon, voilà. Tous les jours, pendant 1 mois de temps, il m'a suivi comme ça. Alors, je lui parlais dans le bois, avec ma voix la plus douce. J'ai besoin de vous dire, mais il voyait bien dans mes yeux qu'il ne se passerait jamais rien de négatif. Et je voyais dans ses yeux, et je voyais dans son attitude, que jamais il m'attaquerait, jamais il me ferait mal. Mais, encore une fois, c'est l'imaginaire occidental des fables de La Fontaine. Je déteste moi qui ai beaucoup d'admiration pour La Fontaine, je déteste La Fontaine depuis cette histoire-là. J'ai de l'admiration pour lui, mais je le déteste. Et donc, c'était une expérience, c'était ma première expérience mystique. Vous appelez, est-ce que ça, à vos yeux, ça Oui, devient- oui, parce que à l'intérieur, c'était noir, à l'intérieur, c'était négatif, j'avais peur, et à l'extérieur, je voyais pas pourquoi j'avais peur. Donc, j'étais séparé en deux, mais évidemment, dans un seul corps et dans un seul être. Donc, vous me faisiez une communication mystique. Oui, c'était une communication mystique, parce que parfois, il se retournait, il me regardait pour voir où j'étais exactement, et on se fiait très souvent juste au son qu'on faisait dans la forêt. J'avais pas besoin de le regarder. Et là, quand je le regardais, il sentait que je le regardais, il se retournait. Écoute, c'est juste s'il me souriait pas ou si je ne lui souriais pas, genre, OK, man, okay, let's go. T'sais, on continue. I'm a soul, man. Mais c'était quasiment ça. Parce que dans les derniers jours de ce mois-là, effectivement, c'était quasiment une relation amoureuse. C'est vraiment une relation amoureuse. Et un jour, il est plus là. Je sors dehors et il est pas là. J'ai découvert dans le journal local qu'il était mort et les gardes de chasse l'avaient trouvé. C'était un vieux loup. Et les gardes de chasse, je me suis informé, les gardes de chasse m'ont dit, probablement qu'il s'était fait mettre à la porte de la meute parce qu'il était trop vieux, il ne pouvait plus suivre la meute, il ne pouvait plus les aider à capturer du chevreuil, et du chevreuil, il y en avait comme ça. Donc, il était devenu inutile. Donc, il cherchait une meute. Il cherchait une meute. Si vous permettez, vous vouliez dire quelque chose? Non. Mais est-ce que les gens, au fond, on a des places vides ici, vous pourriez vous rapprocher pour ne pas forcer les voix. Et là, on va ouvrir ce débat d'idées autour de la poésie Oui. de Jean-Marc Desjans. Donc, j'ai vu des mains levées. Oui, monsieur.